Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then you throw it on the ground. Bienvenue dans l'épisode 26 de la saison 2 du podcast Les enfants vont bien. Aujourd'hui, je vais avant tout vous raconter le parcours PMA d'une famille homoparentale vivant à San Sebastián, en Espagne. Un parcours qui peut nous paraître si simple et si enviable pour nous Français qui nous battons encore pour obtenir le droit à la PMA pour toutes et à la GPA pour tous. Julie et sa femme ont eu la chance de bénéficier du système public espagnol qui leur a permis de concevoir leur fils. Elles ont conscience de cette chance et font abstraction des lenteurs administratives. Avant même que l'envie d'un deuxième se présente, elles ont fait le choix de se réinscrire sur les listes du système public pour finalement s'orienter vers une clinique privée. Elles ont alors conçu leur deuxième enfant, Isadi, dans une des cliniques que nous fréquentons quand nous entreprenons nos parcours à l'étranger. Aujourd'hui, je vais aussi vous raconter une histoire, celle de Julie, sa femme, son fils et leur petite fille Isadi. Julie vous la racontera mieux que moi cette histoire, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle je vais plutôt lui laisser la parole. Elle avait l'envie d'informer autour du cytomégalovirus, de sensibiliser au deuil périnatal, de laisser aussi la mémoire du passage d'Isadi dans leur vie, dans la vie, même si elle n'aura pas connu la vie terrestre. Isadi a existé, laissera son empreinte dans la vie future de ses mamans et de son grand frère, particulièrement dans les actions qu'elles mettront en place tout au long de leur chemin de vie, induite par Isadi. Julie, tu as une force incroyable, vous êtes admirable et je n'ai qu'une envie, c'est de pouvoir vous aider, vous entourer quelle que soit la façon dont je pourrais le faire. J'ai été extrêmement touchée par ce récit, aussi bien en l'enregistrant qu'en le montant. J'ai aussi été bouleversée par le manque de sensibilité d'un pays qui ne reconnaît pas les enfants nés sans vie. Il y a encore tellement à faire dans la gestion administrative du deuil périnatal. Je vous laisse découvrir ce récit de vie et vous invite à poursuivre la découverte de la force de Julie au micro de Sophie dans son podcast Au revoir podcast. L'épisode s'intitule Julie, mon postpartum sans bébé. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonsoir Julie. Bonsoir. Je te remercie beaucoup de t'être rendue disponible pour cet enregistrement. On y est arrivé. Oui, enfin. Enfin, ça fait un petit moment que tu es venue vers moi pour me raconter votre histoire, qui est une histoire magnifique mais douloureuse. Et c'est une histoire sur laquelle je tenais vraiment à enregistrer. Ça a été un peu chaotique pour trouver comment se coordonner, on va dire, surtout de mon côté, j'avoue. Non, mais moi aussi, je comprends parfaitement. Donc voilà, je vais pas en dire plus. Je vais te laisser me présenter ta famille et en suivant, on abordera tout ce qu'on a abordé. C'est à toi. C'est parti. Donc notre famille, donc il y a ma femme, moi, notre fils, notre fille et notre petit chat. Isis. Isis. Trop chou. Voilà. Et donc toi, tu es Julie. Oui. Tu as quel âge, Julie ? Je m'appelle Julie, donc j'ai 35 ans dimanche. Mm-hmm. Je vais avoir 35 ans. Ma femme en a 30, bientôt 33. Mm-hmm. Notre fils a 3 ans. Mm-hmm. Notre fille est décédée dans mon ventre. Et voilà. Et le petit chat ? Et le petit chat a, je ne sais pas, je dirais peut-être 8 ans. D'accord, ok. Voilà. Ok. Aujourd'hui, tu m'appelles d'où ? Ah oui, alors nous vivons en Espagne, à San Sebastián. Ça va faire presque un peu plus de 2 ans. D'accord, très jolie ville, San Sebastián. Ouais, c'est très sympa. C'est vrai que c'est très sympa, une ville balnéaire. C'est ça. Tu sais que c'est le premier voyage qu'on a fait avec les triplés. Elles avaient 1 mois et demi. Ah ouais, c'est vrai que c'est sympa avec des enfants ici, c'est assez facile. C'est très vert. Oui, c'est vrai que ça n'a pas été... Donc tu habites depuis 2 ans à San Sebastián. Ça fait combien de temps que tu as rencontré ta femme ? Et surtout, raconte-moi comment vous vous êtes rencontrés. Alors, on s'est rencontrés il y a un peu plus de 12 ans. En 2018, donc bientôt 13 ans en fait, en Irlande. On s'est rencontrés, en fait, on vivait dans le même appartement, dans la même coloc. D'accord. Elle était en Irlande pour faire un stage intensif d'anglais et moi pour faire un stage pour mes études. Et on s'est retrouvés dans le même appart. Et voilà, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et ça a été le coup de foudre, même si... Instantané.
Disons que moi, j'ai eu du mal à m'en rendre compte que c'était un coup de foudre amoureux et non pas une amitié très forte. Oui. Parce que j'avais jamais envisagé d'être en couple avec une femme, donc il a fallu que je me fasse à l'idée. Ouais, t'avais ce chemin-là à faire. Ouais, j'avais ce chemin-là à faire, mais ça a pas pris trop de temps et ça a été très fort tout de suite, ça c'est sûr. D'accord. Et vous êtes rentrés d'Irlande en même temps? Comment ça s'est passé? Parce que vous aviez vos vies. Enfin, toi, t'habitais où en France? Elle habitait où? En fait, dans la coloc en Irlande, on a été que 2 semaines ensemble. En même temps, elle est rentrée, si je me souviens bien, un peu plus tôt, elle est rentrée en Espagne. Mais ensuite, elle avait un stage intensif de français à Paris. Top. C'était l'été des langues, apparemment. Et donc, elle est venue le mois d'après à Paris et on s'est retrouvés des week-ends, je crois. Je pense qu'elle était venue chez moi et puis moi, on avait dû se retrouver à mi-chemin aussi. D'accord. On s'était revus. D'accord. Et c'est là que notre histoire a commencé. D'accord, raconte-moi. Et voilà, et du coup, on a vécu 1 an à distance, à 800 km l'une de l'autre. On arrivait quand même à se voir 1 fois par mois à peu près. On se débrouillait. On était étudiantes, donc c'était assez facile finalement d'avoir du temps libre, de longs week-ends, du temps libre, voilà. Et puis au bout d'1 an, j'ai eu la chance de pouvoir faire mon doctorat dans la ville où elle faisait ses études. Donc je me suis installée avec elle. Parce que ta femme est espagnole, c'est ça? Ma femme est espagnole. D'accord. Ah oui, alors oui, c'est vrai que j'ai pas précisé, effectivement. Ma femme est espagnole, voilà. D'accord, ok. On parlait en anglais au début. D'accord, oui. Bah du coup, vous avez dû faire un stage intensif d'anglais en pratique. Voilà, exactement. Moi, ça m'a bien aidé, ouais. Tu m'étonnes. On progresse vite dans ces cas-là. On s'est installés ensemble à Saragosse et on y est resté 4 ans. Et ensuite, on a commencé à bouger un peu dans l'Espagne. D'accord. Et toi, t'es partie, donc t'as tout quitté pour la rejoindre, en fait? Oui, bah moi, j'ai jamais été vraiment attachée ni à la France, ni à ma ville, j'avais envie de faire mon doctorat à l'étranger de toute façon. Ça, c'était déjà dans ma tête et j'avais déjà fait plein de stages à l'étranger. J'aime bien bouger, donc ça, c'était dans ma tête. J'avais pas envisagé l'Espagne, mais du coup, voilà, c'est rentré dans ma liste de pays par défaut. mais faire un doctorat dans un pays dont tu ne maîtrises pas la langue, ça doit être hardcore quand même. Alors, moi, je suis dans les sciences. Oui, je bafouille. Je suis dans les sciences, donc du coup, si tu maîtrises un peu l'anglais, ça va. Ouais. Ça va. Et disons que l'espagnol, ça s'apprend quand même vite quand on est français et qu'on a envie d'apprendre. Ça va assez vite. Oui, c'est vrai que c'est relativement proche. Et moi, je suis pas très douée pour les langues, même si j'en parle plusieurs, mais en 6 mois, je parlais quand même bien espagnol, donc. Bizarrement, c'est la meilleure méthode finalement pour apprendre une langue, c'est de sortir avec quelqu'un de natif. Exactement. Comme ça, les cours continuent à la maison. C'est ça. C'est 24 heures sur 24, ouais. Et puis du coup, t'apprends la culture, t'apprends tout. Voilà, c'est ça. Immersion totale. Super. Ça devait être chouette. Et donc, vous habitez donc ensemble relativement rapidement. À quel moment vous commencez à parler de maternité? Comment ça se passe en fait entre le moment où vous emménagez ensemble et le moment où vous rendez votre relation plus sérieuse, on va dire? Alors, je pense que c'est moi non, ça c'est sûr, à 100%, c'est moi qui ai commencé à parler de ça, de maternité, de vouloir des enfants. Mais ma femme faisait des études de médecine. C'était assez demandant, du coup. Elle avait envie d'avoir un peu de temps pour elle à la fin de ses études pour faire de longs voyages sans se préoccuper d'autre chose que d'elle ou de nous, quoi. Mais du coup, on a attendu un petit peu. Et par contre, j'ai pas mal insisté en fait pour qu'on se marie aussi. D'accord. Donc toi, en vue des enfants. Moi, le mariage, c'était pas du tout dans mes parents étaient même pas mariés, donc pour moi, le mariage, c'est pas un truc. Ils le sont maintenant, mais voilà. Mais du coup, pour avoir des enfants, c'était important. Parce qu'en Espagne aussi, pour la reconnaissance de l'enfant, il faut que vous soyez mariés. Alors, écoute, si on est marié, c'est complètement automatique. Donc, je pense que c'est possible de le faire également lorsqu'on n'est pas marié. Mais si l'une des deux femmes a un enfant et qu'elle est mariée, l'autre femme est également mère automatiquement. Donc, non, mais c'est quand même dingue qu'on soit, nous, en France, en train de batailler sur des choses comme ça, alors qu'en Espagne, pays ultra conservateur, ça roule. En fait, on a une image de l'Espagne...
c'est un pays de contraste. L'Espagne n'est pas si conservateur que ça. D'accord. C'est pas un pays si conservateur que ça. Ils sont très très en avance sur beaucoup de points par rapport à la France, par rapport le mariage pour tous en Espagne. Ça fait c'est très vieux. Les couples homosexuels sont très bien acceptés. C'est vraiment, enfin, ça n'a rien à voir. C'est très différent. Ouais. Et sur la maternité, c'est très facile également. Mmh. D'accord, bah tu vas me raconter tout ça. Donc, du coup, toi, le prérequis numéro 1 avant les enfants, c'est le mariage. Bah ouais, du coup, ça facilite. Moi, j'ai un peu la phobie des papiers, de la paperasse, donc tout ce qui facilite un peu ça, bah, tout ce qui évite ça, je suis preneuse. Et du coup, on s'est mariés. Alors, on s'est rencontrés en 2008 et on s'est mariés en 2014. D'accord. On a fait un truc super simple. On s'est mariés au tribunal avec juste nos parents et nos frères. Mmh. On a fait un bon resto. Et puis, on a fêté ça l'année d'après avec plein de monde pendant plusieurs jours dans la montagne. C'était super sympa. D'accord. Voilà. Ok. C'est chouette ça. Donc, je suppose que c'était plus compliqué de faire déplacer toi, tes amis français, ta famille française, tout ça. C'est peut-être pour ça que vous avez opté pour une fête plus tard. Alors, je sais plus pourquoi on a opté pour la fête plus tard. Je pense qu'on avait juste pas du tout les moyens quand on s'est mariés d'envisager de faire une fête. Bah, disons que ma femme était étudiante et moi j'avais ma bourse de doctorat, mais voilà quoi. Ouais. On roulait pas sur l'or, ça c'est sûr. Bah oui, bien sûr. Et donc, si je calcule bien, 2014, vous aviez commencé à bouger, vous n'étiez plus à Saragosse. Alors en 2014, on était à Valence, à Valencia, en Espagne. D'accord, donc tout au sud, c'est ça? Au sud de Barcelone, ouais, à 300 km au sud de Barcelone, mais c'est quand même bien au nord de l'Andalousie. Oui, mais bon, pour nous, c'est au sud. Ah ouais, voilà, exactement. Du coup, moi, j'avais trouvé du travail à Valence et j'y suis restée 2 ans. Et ma femme a été avec moi 1 an parce que ça fallait qu'elle finisse ses études et ensuite elle a commencé à travailler à Bilbao. D'accord, oui, l'opposé. C'était un peu loin, mais on avait le pied-à-terre à Saragosse pour se retrouver. C'était assez pratique. On se voyait les week-ends, quoi. C'était bien. Oui, mais c'est vrai que ça vous faisait quand même une sacrée trotte parce que là, vous traversiez l'Espagne en diagonale, donc... Oui, c'était... C'était assez loin. Vous êtes resté combien de temps comme ça à distance? Bah, peut-être 2 fois 6 mois, je pense. D'accord. Et c'est à ce moment-là que vous vous mariez, en fait? Oui. D'accord, ok. Non, mais très bien. Ouais. Impeccable. Et alors, le cheminement pour les enfants, vous en aviez déjà parlé avant ou vous en avez... Alors, le cheminement, donc quand Lara a terminé ses études et pendant son internat, elle a pu un peu faire les choses qu'elle avait en tête. Et en fait, c'est pendant son internat qu'on a dit, bon, bah, c'est le moment parce que, disons qu'elle avait 4 ans de stabilité au niveau du travail, parce que ça, c'est en Espagne, disons qu'avoir des contrats... décent, c'est pas facile. D'accord, même en tant que médecin? Oh, surtout en tant que médecin. D'accord. Du coup, pendant son internat, c'était vraiment le meilleur moment, en fait. Alors on a pensé un peu à la logistique et puis aussi, parce qu'on en avait envie toutes les deux à ce moment-là, on était calés, quoi. C'était le bon timing. C'était le bon moment. Et c'était une évidence pour toi. Est-ce que tu t'es interrogée quand tu es rentrée en relation avec ta femme sur justement cette possibilité de ne pas avoir d'enfant, puisque c'est plus compliqué pour nous? En fait, à ce moment-là, je me suis auto-convaincue que je ne voulais pas d'enfant, donc c'était très bien. Et en fait, pas du tout. Au bout de 2-3 ans, non, j'avais vraiment envie d'avoir des enfants. Ouais, tu m'étonnes. Surtout quand on a trouvé la bonne personne, en général, ça vient assez rapidement. Exactement. Et là, comme vous étiez en Espagne, bon, on sait que l'accès à la PMA en Espagne, il est quand même simplifié. Est-ce que toi, tu as réfléchi? Est-ce que ta femme a réfléchi à ce que vous souhaitiez? Ou pour vous, en fait, vous aviez un parcours... est-ce qu'il y a un parcours type, d'ailleurs, pour les Espagnols qui rentrent en PMA? Alors, en fait, déjà, c'est pris en charge par la Sécu, comme on dirait en France. Ça, c'est top, ça. Ouais, tu vois, encore un truc pour lequel on est obligé de batailler. Non, mais oh là là, je suis un peu en ce moment, justement, les infos. La promenade de la loi entre les assemblées, c'est fou. Ouais. Mais on y viendra. On y viendra, bien sûr, ça c'est sûr.
Du coup, voilà, c'est couvert par la sécurité sociale. Après, il y a un nombre d'essais qu'on peut faire. Et si on ne dépasse pas ce nombre, ça marche. Et pour un deuxième enfant, ça diminue. Disons que je crois que pour le premier enfant, on a le droit à 4 inséminations et 2 in vitro. Et pour le deuxième, je sais plus si c'est un peu moins. Je me souviens plus là maintenant. Ah, c'est marrant que ça diminue sur le deuxième, d'accord. Ouais, je sais pas pourquoi, mais... En tout cas, ce qui diminue, c'est la prise en charge. Mais si toi, tu souhaites continuer de ton plein gré, tu peux continuer, ouais. Bien sûr. Il y a énormément de cliniques privées, surtout à Saint-Sébastien, parce que du coup, vu que c'est à côté de la frontière, ils ont beaucoup de patients français. Mais pour notre premier enfant, on est passé par le public. Du coup, il faut faire une demande à son gynécologue qui renvoie au gynécologue spécialiste en reproduction assistée de l'hôpital. Et là, il y a une consultation et ils t'inscrivent sur une liste qui est très longue et où les femmes âgées passent en priorité, ce qui est totalement normal. Du coup, ça prend du temps, alors déjà, ça nous avait pris 1 an pour arriver à avoir ce rendez-vous avec le gynécologue. Donc, c'était... Ah oui, c'est hyper long quand tu vois que nous, on a des accès plus... Bon, c'est parce qu'on passe par des cliniques privées, mais on a des accès plus rapides. Alors, avec ce gynécologue-là, concrètement, qui s'occupe de la reproduction assistée, ouais, c'était très long. D'accord. Principalement parce que quand on demande à son généraliste, il ne sait pas comment ça marche. Du coup, il t'envoie chez le gynécologue, ce qui peut prendre 2-3 mois. Ton gynécologue, là, t'envoie au gynécologue spécialisé, mais ça prend du temps. Ça prend du temps. Et là, on te met sur la liste, et cette liste, elle est longue, et ça peut prendre plus d'1 an. Et c'est une liste de quoi, en fait? C'est pour accéder à un don de gamètes? Non, juste c'est une liste d'attente. C'est une liste d'attente, voilà, quand ils auront pour la prise en charge. Ouais, pour la prise en charge, exactement. Et du coup, quand c'est ton tour, on t'appelle, on te dit c'est demain. Ah oui, voilà, ça s'accélère d'un coup. Alors là, c'est bon, quand t'habites dans la ville, c'est pas très grave, mais ça va. Ça fait bizarre quand même. Oui, non, tu m'étonnes. Et du coup, donc, vous avez suivi le cursus classique finalement? Oui, finalement, oui. Qui a porté le premier enfant? Donc du coup, c'est ma femme qui a porté le premier enfant parce que moi, j'avais très envie d'avoir des enfants, j'avais pas forcément envie d'être enceinte. Et surtout, j'avais pas envie d'accoucher. J'étais pas très courageuse. C'est un problème de tout le monde. Voilà. Comme on a le choix. C'est ça, exactement. Et qu'elle était plus motivée que moi. Et c'était aussi au niveau... moi, j'avais pas de travail fixe à ce moment-là. Donc, ça aurait été compliqué. C'était plus facile, en fait, de le faire comme ça. D'accord. Du coup, donc, premier appel, qu'est-ce qui se passe pour vous à ce moment-là? Donc là, on y va, on passe très vite. Ils suivent son cycle, il y a des échographies, la stimulation. Ils nous expliquent qu'on a le droit, je sais plus, à 4 essais en insémination. Et là, ça commence en insémination normale et ça commence. Dès le cycle suivant, en fait? Je pense que ça a été très rapide, oui. Une fois qu'ils t'appellent, ils te prennent en charge immédiatement. Je me souviens plus si ça avait été le suivant ou celui d'après, mais ça avait été très rapide. Ah oui, en fait, voilà, t'attends avant, mais t'attends plus après. Exactement. Oui, parce que quand on t'appelle, on te dit qu'il faut venir le lendemain. Donc, c'est vraiment, c'est très bizarre ce système, mais en tout cas, dans cet hôpital-là, ça marchait comme ça. Et au niveau du don de gamètes, justement, est-ce qu'on vous propose quelque chose ou en fait, vous êtes dans le cheminement habituel et puis, vous subissez entre guillemets, tu vois ce que je veux dire? Non, suivez ce qu'on... Exactement. En fait, on subit, on va dire, disons que au premier rendez-vous, ils notent un peu les caractéristiques physiques des 2 personnes. Et le donneur est choisi par rapport à sa compatibilité et aux caractéristiques physiques du couple. Alors, on peut demander à ce que ce soit celle de la mère qui va le porter ou celle de l'autre mère. D'accord, ok. Et là, par contre, c'est toi qui as le choix des caractéristiques, enfin, de qui vous choisissez pour la ressemblance, entre guillemets. Tu choisis, oui, voilà, mais tu choisis pas, en gros... Oui. Ils prennent ce qu'ils ont. Disons que si nous, on est toutes les deux châtains avec les yeux clairs, voilà, ils vont pas nous mettre, je sais pas,
quelqu'un qui a les cheveux très frisés, blonds. Mais bon, c'est assez quand même ouvert. Hein. Sur tous les donneurs qu'on a eu, je crois qu'ils avaient à peu près les yeux clairs, tous et châtains. Voilà, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Et après, c'est tout en fait. Ouais, on n'a pas de détails en fait là-dessus. Et du coup, c'était des donneurs anonymes ou semi-anonymes? Anonyme, c'est obligatoire. D'accord, c'est obligatoire anonyme. Ok. Tu disais donc tous les donneurs parce que en fait, à chaque essai, vous n'aviez pas forcément le même donneur, c'est ça? Exactement. Ouais, non. D'accord. On n'avait pas le même donneur. Je pense qu'on le savait même pas. On a su un moment. Je sais qu'on n'avait pas le même parce que je me souviens qu'un donneur avait les yeux verts, un autre les yeux bleus, et que ma femme était contente parce que moi j'ai les yeux bleus. Et on n'a aucun choix. Le donneur est 100% anonyme. Et ça, c'est une loi en fait. Il y a aucun... Même dans les cliniques privées, je veux dire. Oui, tout à fait. Il me semble bien qu'effectivement, sur l'Espagne, c'est justement la problématique, c'est que les donneurs sont forcément anonymes. Oui, ouais. Nous, ça nous allait bien, donc... oui, voilà, vous n'aviez pas à vous poser la question, puis c'est où qu'on est. Exactement. Ok. Deuxième on va dire deuxième cycle ou premier cycle post-rendez-vous, vous commencez les inséminations. La stimulation est systématique, en fait? Oui. D'accord. D'accord. Oui, pour augmenter un peu les chances. La stimulation est automatique, c'est des piqûres. Oui. Comme tout le monde, quoi. La même que pour dans le ventre. Et donc la première... et là, ça n'a pas marché dès le début. D'accord. Ça a pris 4 essais. 4 essais, d'accord. Ouais. Au 4e, ça et a donc, marché. 4e et dernier essai, en fait. 4e et dernier essai, oui, en plus. Oui, voilà. La pression, quand même. La pression monte. De passer, basculer en FIV derrière. Et donc, 4e essai, ça a marché. Ça a marché, ouais. Ça a marché. Et vous aviez fait des essais consécutivement, du coup, d'un cycle à l'autre, ou vous aviez laissé des temps de repos? Non, c'était tout à la suite. D'accord, ok. Donc, en 4 mois, en fait, c'était fait. Donc, finalement, c'est très rapide. Ouais, finalement, c'est rapide. Ça n'avait pas été si long que ça. Ma femme était fatiguée parce que finalement, tous ces traitements hormonaux, c'est pas simple, mais surtout au 4e essai. Mais à part ça, oui, voilà. Mais à part ça, ça s'est très bien passé. 4e essai, c'était bon. C'était impeccable. Bon. Et la grossesse s'est bien passée. Comment ça se passe en Espagne? Vous êtes suivi toujours par l'hôpital, du coup, en suivant, ou vous rebasculez sur un parcours en clinique, en cabinet privé? Ouais, alors en fait, en Espagne, c'est des centres de santé publics. D'accord. Ça dépend du quartier où tu habites. Il y a un centre de santé qui t'est assigné. Et du coup, tu vas là-bas pour tout ce qui est examen de routine, que ce soit généraliste. Souvent, il y a sage-femme, gynéco, pédiatre, parfois tout ce qui est psychiatrie aussi. Ça dépend un peu des centres de santé, de leur taille, mais en tout cas, le suivi de grossesse, ça se fait dans le centre de santé. Et au niveau, je suppose qu'au niveau accueil de votre couple, c'était un non-sujet. Exactement. Mais vraiment un non-sujet, exactement. Et c'est ça qui est génial, en fait. Ouais, c'est clair. Ça doit être tellement... ça change, en fait. Tu t'y attends tellement pas, parce qu'en France, c'est tellement différent. On n'a jamais eu de problème, c'est un non-sujet. C'est un non-sujet tout le temps, en fait. Notre couple est un non-sujet. Et c'est très bien comme ça. Et finalement, c'est ce dont on a besoin. Exactement. Donc ça, c'est vrai, c'est super. Ouais, ça doit être top. Et alors, cette grossesse, elle se passe bien? La grossesse se passe très bien. L'accouchement est arrivé un tout petit peu plus tard que prévu, mais déclenché naturellement. C'était très drôle parce qu'on habitait juste à côté de l'hôpital. Du coup, on y est allé à pied quand c'était le moment. Moi, j'allais me coucher. Et parce que j'étais très fatiguée ce soir-là, et au bout d'un quart d'heure, ma femme me réveille et me dit non, mais là, il va falloir qu'on y aille. Elle avait énormément de contractions, et ça faisait des semaines qu'elle en avait, mais là, ça s'était vraiment beaucoup accéléré et ça lui faisait mal. Du coup, on y est allé à pied, et c'était drôle parce qu'on avait chronométré, il nous fallait à peu près entre 5 et 10 minutes, et en s'arrêtant pour les contractions toutes les 2 minutes. Et effectivement, en 5 minutes, on était à l'hôpital. Et là, on lui a posé la péridurale immédiatement parce qu'elle était déjà bien dilatée. D'accord. Et on est passé en salle d'accouchement très vite, en fait. Très, très vite. L'accouchement a été assez sportif pour ma femme, la pauvre, parce que le bébé avait changé de position.
Oh du mince. coup, il a fallu qu'elle le retourne en poussant. Et du coup, D'accord. ça a été très fatigant. Ah oui, tu m'étonnes. Et quand elle est arrivée, après, au moment de l'expulser, comme on dit ici, il avait en plus son bras qui bloquait, donc ça a été un peu sportif, vraiment. Enfin, moi, quand notre fils est né, je l'ai regardé, j'ai dit: «Ah non, mais moi, je ne fais jamais ça. Je ne fais pas ça, c'est impossible, c'est trop dur». Et pourtant. Et pourtant, ouais. Et en fait, parce qu'en fait, quand il est né, lui, il ne respirait pas. Ma femme tombait dans les pommes parce qu'elle avait perdu beaucoup de sang. Ça faisait des heures et des heures qu'elle poussait. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Je savais plus le champ de bataille, quoi. Ouais, exactement. Mais bon, après, voilà, tout s'est super bien passé. Hein. C'était. Oui, enfin bon, t'as quand même eu des inquiétudes, quoi. Ouais, non, mais c'était drôle parce que nous, moi, j'ai eu de grosses inquiétudes pour les deux, mais dans le compte rendu de l'accouchement, il y avait marqué que ça s'était très bien passé, donc c'était drôle. C'était assez, la différence de perception du gynécologue et de l'accompagnant. Du coup, c'était assez. Et là, donc, ton fils a été reconnu automatiquement. T'as eu des démarches à faire? Comment ça s'est passé? Eh ben, écoute, dans cet hôpital-là, il y avait un petit bureau pour faire les démarches. D'état civil? Ouais, d'état civil. Et du coup, on y est allé dès que ma femme a pu se lever de son lit. Donc, je sais plus, au bout de 2 jours, je pense qu'on y est allé. Et ça s'est fait assez facilement. La femme qui était à l'accueil ne savait pas trop comment ça se passait dans le cas de couple de femmes, mais on lui a expliqué parce qu'on s'était renseigné. Et voilà, et ça s'est bien passé. Ça, c'est très bien. D'accord. Bon, c'est un peu rassurant quand même. C'est quand même pas encore complètement... tu vois, tout le monde n'est pas complètement OP, quoi. Ouais, non. Alors, par contre, oui, il vaut mieux connaître un peu les démarches et tout, parce que c'est vrai que les gens savent pas forcément s'ils ont pas eu de couple. Oui, voilà, c'est ça. Mais par contre, après, c'est facile quand même, quoi. Oui. Et vous avez eu vos livrets de famille et les actes de naissance instantanément? Oui, on les a fait. Ça se fait, je pense que c'était sur le moment. C'est écrit à la main dedans. Oui, je pense que c'était sur le moment. Oh, c'est génial. Enfin, je trouve ça, mais vraiment, en fait, c'est un peu l'idée de la société idéale, tu vois. Ouais, non, mais je sais, ça fait rêver, c'est fou, hein. C'est clair, c'est clair. La différence est tellement choquante, en fait, c'est surtout ça. Du coup, ouais, tout était facile, et du coup, c'était notre fils à toutes les deux, et on a commencé notre petite vie de famille à Bilbao. À Bilbao, d'accord. Voilà. Ok. Du coup, ouais, à ce moment-là, vous étiez à Bilbao, vous n'étiez pas à Saint-Sébastien. À ce moment-là, on était à Bilbao, et on est venu à Saint-Sébastien 1 an après. Parce que moi, j'avais trouvé du travail à Saint-Sébastien et je faisais l'aller-retour tous les jours. Mais du coup, c'est quand même à 1 heure de route. Ouais. Et à ce moment-là, ma femme finissait son internat, donc elle pouvait venir chercher du travail à Saint-Sébastien ou en France, dans les hôpitaux du Sud, à Hendaye ou Bayonne. Donc, oui, tout à fait. Donc, on s'est dit, allez, on se déplace, et puis voilà, on a commencé notre petite vie à Saint-Sébastien. D'accord. Et alors, à quel moment vous dites, vous avez l'envie d'un deuxième? Eh bien, en fait, juste après qu'il soit né, on a fait les démarches en se disant, on les fait au cas où. Je sais pas si dans 2 ans, quand ils vont nous appeler, on aura envie d'avoir un autre enfant, ou voilà, mais comme ça prend beaucoup de temps, on va les faire tout de suite. T'étais donc pas vaccinée? Ah ouais, non, c'est vrai. Ah, ça, c'est vrai. Alors, pourtant, on a quand même dû attendre 6 mois ou quelque chose comme ça, hein, le temps que... Moi, je faisais des cauchemars la nuit et tout. Je me doute. Maintenant que tu le dis, ouais, non, je pense qu'on a attendu quelques mois. Mais quand même, on a déménagé 1 an après à Saint-Sébastien, et on les a fait, on avait commencé les démarches avant. Et le souci, c'est que quand on a déménagé à Saint-Sébastien, eh bien, on n'a pas pu faire le transfert du dossier, on va dire, d'une ville à l'autre. Ah, vous avez dû recommencer. Il fallait tout recommencer à zéro, malgré nos nombreuses plaintes et les nombreux appels de ma femme au service d'attention aux patients. D'accord. Il n'y a pas eu moyen c'est fou, ça. de faire quelque chose. Ouais, non, en fait, c'est géré par les départements, donc c'est compliqué. C'est pas les mêmes hôpitaux, donc du coup, ils te feraient passer, si te changeais de liste, tu passerais devant des gens. Oui. C'est compréhensible, mais c'est juste que ça fout un peu les boules, on va dire. C'est rageant, oui, exactement. Donc du coup, vous recommencez tout? Du coup, on s'est réinscrite dans le public à Saint-Sébastien immédiatement. On a refait une demande dans le public, et en même temps, on s'est dit qu'on allait passer par une clinique privée. D'accord. Parce qu'on voulait pas attendre encore 2 ans.
Donc, on savait pas trop les délais d'attente à Saint-Sébastien. On nous avait dit que c'était un peu moins long, mais bon, on voulait pas mettre trop longtemps et du coup. Et qu'est-ce que ça change le privé en fait? C'est au niveau de la prise en charge financière, j'entends que ça change quelque chose ou? Exactement. Alors privé, ça veut dire que tu payes. Ah oui, voilà, d'accord, ok. Exactement. Oui, en fait, c'est pas un système de co-paiement comme en France où tu peux aller dans des hôpitaux privés, mais la sécurité sociale prend en charge les soins. Ça, en Espagne, peut-être que ça existe dans certains endroits, mais en tout cas dans le Pays Basque, ça n'existe pas que je sache, ou en tout cas pas dans les grands hôpitaux et pas dans ce genre de service-là. D'accord. Du coup, passer dans le privé, ça veut dire payer. Ça veut dire une prise en charge plus agréable aussi, hein, faut pas se... Oui. Voilà, faut pas se mentir. Et à ce moment-là, on travaillait toutes les deux, on avait mis un peu d'argent de côté, donc c'était possible pour nous. D'accord. Du coup, vous êtes passé par le privé. C'était plus rapide, je suppose. Par le privé, et, écoute, on a eu un rendez-vous, ils nous ont dit on peut commencer au prochain cycle, ok. Attendez, on va ralentir un peu. On va réfléchir. On n'est pas prête. Et du coup, on a commencé en avril 2019. Et notre fils, il avait déjà 1 an et demi. D'accord, oui, c'est petit quand même encore. Hein. C'était petit, il y a beaucoup d'énergie. Et, oui. On avait envie, c'était... Et qui portait cette fois-ci? Et cette fois-ci, c'était mon tour. C'était ton tour. Finalement, j'avais dit que je ferais jamais ça. Donc, j'avais l'espoir d'une césarienne à l'époque. La fameuse césarienne de confort. J'ai vraiment, enfin c'est vrai, donc du coup j'ai plus du tout la phobie de l'accouchement, mais je l'avais vraiment. Ouais. Mais bon, je m'étais dit je j'ai 9 mois pour me préparer, ça va le faire. Hein, Et puis les hormones. Ça joue énormément. Et puis si tout le monde le fait, je vais y arriver. Hein, c'est pas. Ouais. Voilà. Et donc cette fois-ci, c'était moi. On a commencé en avril, ça n'a pas marché. J'avais pas mal de problèmes avec les traitements hormonaux parce que ça me donne des grosses migraines en fait. Déjà en général, j'ai des migraines avec les changements hormonaux pendant les règles ou voilà. Et là, les traitements, c'était un peu c'était compliqué parce que c'était des grosses migraines tous les jours en fait. C'était un peu fatigant. Ouais, c'était compliqué. Mais voilà, donc on a commencé. Je savais que ça n'allait probablement pas marcher du premier coup. Lara, ça lui avait pris 4 essais, donc ça, voilà, c'était pas. Je m'attendais pas à ce que ça marche tout de suite, mais même si à chaque essai, j'étais vraiment persuadée d'être enceinte. Mais j'en étais sûre. Je disais à ma femme, cette fois c'est bon, j'en suis sûre. Et non, en fait, le premier n'a pas marché, le deuxième n'a pas marché, le troisième n'a pas marché non plus. Et là, on nous a dit, l'équipe médicale nous a dit, ce serait bien peut-être de penser à la FIV, parce que quand les 3 premiers essais marchent pas, c'est rare que le 4e marche bien statistiquement. Voilà, les chances sont pas trop de votre côté. Mais moi, j'avais pas envie de passer à l'in vitro. Et puis, comme notre fils est né du 4e essai, je me suis dit, on va faire le 4e quand même. Ouais. Qui n'a pas marché non plus. D'accord. Là, et en plus, celui-là, mais j'étais tellement convaincue d'être enceinte. On était en vacances toutes les deux en Autriche. Je m'en souviens, et j'avais pas mes règles, et j'ai toujours mes règles. Vraiment, c'est fixe, quoi. Ouais. Je les avais pas 2 jours de retard, et ben non, finalement, j'étais pas enceinte. Aïe. Ouais. Au bout de 4 essais, c'est dur. Enfin, Au bout de 4 essais, là, c'était un peu dur, surtout qu'il fallait passer à l'in vitro, et voilà, mais bon, maintenant qu'on était motivés, enfin moi j'ai été motivée, maintenant j'en avais envie, il fallait le faire. Hein, On a peut-être attendu un petit peu 1 mois, je pense. On l'a laissé passer, le mois d'août, je pense. On a fait une extraction d'ovules, on a réussi à en avoir pas mal, donc ça c'était plutôt une bonne nouvelle. Et puis, c'est clair. Ouais, ils ont réussi à garder 4 embryons. Ouais, super. Ouais, donc c'était bien. Et le premier, en fait, on l'a inséminé directement le cycle d'après. Sur le cycle d'après, d'accord. Oui. Et du coup, là, pour le coup, les hormones qu'il fallait prendre, c'était un peu plus fort. Et j'ai super mal supporté parce que il y avait des patchs à coller sur le ventre. J'ai fait je faisais de grosses réactions aux patchs. Ça me faisait des grosses blessures. Enfin voilà, après c'était galère, quoi. Ouais, tu m'étonnes. Bien sûr, je ne suis pas tombée enceinte. Ça aurait été trop facile.
T'as dû repartir sur un autre transfert? Sur un autre transfert, et là, par contre, sans hormones, pendant le début du cycle. Donc c'était super parce que du coup, je me sentais vraiment bien cette fois, pour une fois. Il y a eu juste une piqûre la veille, une piqûre ou deux piqûres, je crois, la veille du transfert. D'accord. Et ça s'est super bien passé. Déjà, j'étais moins fatiguée, j'étais moins stressée à cause des migraines. Et du coup, je suis tombée enceinte. Ouh. Ouais. Et c'était à chaque fois, vous avez transféré un embryon? Oui. C'est un seul. Alors là, c'était non j'ai pas essayé de négocier, mais c'était la politique de la clinique, c'était un embryon. D'accord, ok. D'accord, donc tu tombes enceinte, donc tu dois être soulagée. J'étais contente, effectivement. Ça avait été long et éprouvant, fatigant. Ouais. Mais ouais, j'étais enceinte et voilà, on était tous très contents. Et alors, comment se passe cette grossesse ? Ça s'est bien passé. Bon, après, voilà, j'ai eu la chance de pas avoir de nausées. J'ai eu beaucoup de migraines, bien sûr. Mais ça, bon, j'étais déjà habituée. J'avais une année assez intense. Ouais, c'est clair. Donc, le premier trimestre a été dans la continuation des essais, mais après, ça s'est arrangé. Et du coup, le deuxième trimestre, vraiment bien. Bon, le deuxième trimestre, le seul truc, c'est que c'était pendant le confinement, le premier confinement. Oui, on est en 2020, là, oui. Donc c'était à ce niveau-là un peu moins simple. Mais voilà, le suivi avait du coup été aussi un peu réduit. C'était surtout téléphonique. Oui, en plus vous avez été hyper impacté sur le premier confinement en Espagne. Là, c'était très sévère. On pouvait pas sortir. Ouais. Moi, je suis pas sortie de l'appart pendant plus d'un mois, 40 jours, je pense. Oh là là. Ouais. J'étais en télétravail. Notre fils était aussi à la maison parce que il y avait plus d'école. Oui. Du coup, j'étais en télétravail, il était à la maison, il avait 2 ans, c'était juste hyper intense. C'est pas du tout la bonne période, oui, c'est clair. Ah ouais, non, c'était hyper intense. Mais voilà, on s'en est sortis. On a eu beaucoup de chance parce qu'il a fait très très bon. On a pu profiter beaucoup de la terrasse, du mini jardin qu'on a. Donc bon, ça c'était plutôt pas mal. Oui. Là, après, on a été déconfinés. L'école a pas reprise, mais bon, on s'est organisé. La grossesse se passait bien, tout se passait bien. C'était une petite fille d'ailleurs, je sais pas si je l'ai dit. Je la sentais bien dans mon ventre. Et là, du coup, l'écho du 3e trimestre arrive. Je la faisais un petit peu en retard parce que j'avais dû la décaler, je crois, par rapport à une réunion au travail, ou je sais plus trop pourquoi. Et du coup, j'étais déjà à 35, un peu plus de 35 semaines. Oui, ça fait assez tard, oui. Ouais, normalement c'est entre 32 et 35. Là, j'étais vraiment à la limite. Voilà, j'y suis allée toute seule parce que à cause de la Covid, on pouvait pas y aller avec un accompagnant. Et ça prenait du temps. Moi, à ce moment-là de la grossesse, j'avais beaucoup de baisse de tension. Que dès qu'il faisait un peu chaud dans la rue, je devais m'asseoir. Ma femme avait dû venir me chercher plusieurs fois dans la rue parce que je pouvais plus me lever. Ah oui, d'accord. Et aussi, du coup, je supportais pas non plus d'être en position allongée. Je partais en position allongée. Oui. Et du coup, pour l'écho, c'est pas du tout pratique en fait. Ah non. Ouais, ça a pris du temps, c'était compliqué parce qu'à chaque fois je partais, elle devait me ventiler, me relever. Heureusement, elle avait une interne pour l'aider. Et en plus, il y avait le masque, il faisait chaud. Bref, ça prenait du masque, temps. Ça devait vraiment pas aider. Ouais. Ouais, non. Et puis moi, j'étais concentrée sur mon job qui était de ne pas tomber dans les pommes, ne pas m'évanouir. Et du coup, ça prenait beaucoup de temps, mais je pensais que c'était vraiment à cause de moi que ça prenait du temps, enfin plus à cause du fait que je pouvais pas être allongée. Et au bout d'un moment, la gynéco m'a dit qu'elle avait besoin de vérifier, de regarder quelque chose plus précisément et qu'elle allait attendre l'échographe de son collègue. Donc je suis ressortie dans la salle d'attente. Et puis elle m'a rappelé au bout d'un moment, elle a continué à regarder avec l'échographe de son collègue et plus une autre gynécologue qui était là aussi. Là, je me suis dit, ça commence à faire quand même beaucoup de monde. Mais bon, j'étais pas inquiète, en fait. Je me suis dit, de toute façon, l'écho du 3e trimestre, qu'est-ce qui peut mal se passer, en fait? Ouais, ils ont déjà tout vérifié. Donc, voilà. Oui, ils vont me dire, elle est trop grosse, il va falloir faire une césarienne. Bah, ok, on y va. Mais non, en fait, là, elle m'a... Donc ils ont arrêté l'écho, on m'a demandé si j'étais venue toute seule. Donc je leur ai dit que ma femme était en bas, qu'elle m'attendait dehors dans la rue. Ils m'ont dit de l'appeler parce qu'ils avaient vu quelque chose dans le cerveau. Du coup, je l'ai appelée, elle est arrivée en panique, j'avais pas vu, mais en fait, ça faisait 1h30 que j'y étais à l'écho, ce qui est énorme. Oui, elle était très inquiète, en fait. Et quand je lui ai dit que c'était le cerveau, elle est neurologue, elle savait que c'était pas bon signe.
Oui. Du coup, quand elle est arrivée, on nous a fait rentrer à nouveau dans la salle des échographies. Et là, on nous a expliqué qu'ils avaient détecté des lésions très sévères dans le cerveau d'Issadi. Qu'il fallait faire plus de tests, mais qu'ils pensaient que c'était dû au cytomégalovirus, parce qu'il n'y avait pas d'autres problèmes. Au niveau du corps, il n'y avait aucune malformation, c'était vraiment que le cerveau qui avait été touché et que si c'était bien le cytomégalovirus, que je l'avais sûrement attrapé au 2e trimestre, donc ça devait être juste quelques jours avant le confinement. T'en avais déjà entendu parler de ce virus ? J'en avais entendu parler parce qu'on m'avait, ma sage-femme et ma gynécologue, celle qui me suivait dans mon centre de santé, m'en avait parlé. Elle m'avait dit qu'il fallait faire attention avec les enfants en bas âge, qu'il fallait que je fasse attention avec mon fils, pas partager sa nourriture, ses couverts, éviter les bisous sur la bouche et tout ça. Ce que j'avais essayé de faire. Bon, les bisous, je sais pas si j'avais réussi, mais c'est compliqué, ouais. Non, c'est clair. Mais du coup, là, ça s'effondre un peu. Moi, dans ma tête, je me disais, bon, ok, c'est pas grave, elle sera handicapée, on s'adaptera, on déménagera. J'étais en train de penser au fait qu'il y a des escaliers devant la maison, il faudra changer d'appart. Surtout que le CMV, c'est vrai que tu as différents types d'atteintes. En fait, tout de suite, t'imagines pas que ce soit l'atteinte la plus grave. Oui, alors ça, moi, j'en savais rien du tout parce que je savais qu'il fallait pas attraper ce virus, mais je savais pas vraiment quelles étaient les conséquences. Et là, c'est après, pendant ce rendez-vous-là, ils nous ont expliqué et ma femme après m'a expliqué. Elle était très consciente des conséquences, qu'elle avait fait aussi des stages en neuropédiatrie. Elle avait vu des enfants atteints qui avaient des problèmes à cause du cytomégalovirus pendant la grossesse. D'accord. Et donc elle savait bien ce que c'était. Et voilà, et là on nous a dit qu'il fallait faire des examens complémentaires. Et on est rentré à la maison. Et on était d'ailleurs très en retard pour récupérer notre fils au centre aéré. Et du coup, moi je suis rentrée direct à la maison. Ma femme est allée le chercher là. En fait, on n'a pas eu trop le temps de réagir parce qu'après on était avec lui et mes parents sont arrivés dans la foulée pour nous ramener toutes les affaires de bébé dans la foulée, c'est-à-dire qu'on est arrivé à la maison et 10 minutes après ils étaient là. Ah oui. Pour nous ramener toutes les affaires de bébé en fait qu'on avait stockées chez eux, les affaires de notre fils, la poussette, le lit, la baignoire, tout ça. Oui, parce que t'étais quasiment à terme en fait. Enfin, t'étais à terme. Ouais, puis d'ailleurs on était un peu le siège auto, tout ça, on était un peu en panique, on n'a rien quoi, elle va arriver, on n'a rien. Et du coup il le ramenait parce que la frontière venait juste de rouvrir en fait. Ah d'accord. Après la fermeture à cause de la Covid. Et donc on a déchargé la voiture, on a rangé tout ça. Et on leur a expliqué un peu qu'on savait pas trop ce qui allait se passer, qu'on avait des examens complémentaires le lendemain. Et voilà, ils sont restés. Ils nous sont bien accompagnés, ils sont restés avec nous le temps qu'on en sache un peu plus. Ils se sont occupés du coup plus de notre fils. Nous, on avait un peu besoin de temps aussi pour assimiler tout ça et pour en parler entre nous aussi. Parce qu'on nous avait déjà parlé d'IMG pendant la première écho. Ah bon ? Dès qu'ils l'ont détecté. Ah oui, la première écho, pardon. Je pensais que tu me parlais de la première écho du premier trimestre. Non, ok. Ah non, pardon. La première écho, disons, dès le début du diagnostic. D'accord. Ils nous avaient parlé d'IMG parce que les lésions étaient importantes. D'accord. Et ça a été confirmé avec par l'amyosynthèse que c'était bien le cytomégalovirus. Après, on m'a refait une échographie avec un appareil plus performant. Et là, ils ont vu les mêmes choses, sauf qu'ils ont vu que c'était plus gros que ce qu'ils avaient pensé au début. Et avec une IRM aussi de son cerveau, ils ont vu que c'était la cata, quoi. Son cerveau était vraiment très, très, très atteint et que les conséquences allaient être très sévères. Et là, l'équipe médicale a vraiment été super dans le sens où ils ont vraiment pris du temps pour moi, pour m'expliquer. Parce qu'avec ma femme, c'était pas la peine parce qu'elle avait compris dès le début, du coup, parce qu'elle était formée à ce niveau-là. Mais moi, j'avais du mal à assimiler le fait qu'on n'allait pas la connaître en vie. Pour moi, c'était juste horrible, en fait. Oui, bien sûr. Je pouvais pas du tout me faire à l'idée
ça pouvait pas rentrer dans ma tête, quoi. Et du coup, ils m'ont donné des rendez-vous avec des neuropédiatres pour m'expliquer exactement les conséquences possibles, parce qu'en plus tout c'est que des statistiques, du coup ils peuvent pas vraiment savoir, hein. C'est ça qui est compliqué aussi, quoi. Oui, parce que du coup tu dois faire un choix sans savoir vraiment ce qui va se passer. Bah, tu sais qu'il va y avoir des problèmes qui vont être très graves, mais tu sais pas lesquels. Tu sais pas. Il y a plein de choses que tu sais pas, en fait. Et c'est ça. Pour moi, c'est ça qui a été très dur aussi. J'ai bien dû. Enfin, j'ai compris au bout d'un moment et avec ce temps qu'on a eu que de toute façon, si on voulait elle ne souffre pas, il fallait prendre la décision d'arrêter la grossesse et voilà, et nous souffrir à sa place, quoi. Ça a été très dur à assimiler, mais finalement c'était le seul choix possible. Et d'ailleurs on avait lancé quand même la demande d'IMG assez tôt, même si moi j'étais pas convaincue, parce que ça pouvait prendre 2 semaines avant qu'on ait la réponse, et moi j'étais à la limite de les avoir les 2 semaines. Oui. Parce que j'étais à terme. Bah ouais, exactement, j'étais à terme, donc l'accouchement pouvait se déclencher à tout moment. D'ailleurs, j'ai dû rester à la maison sans trop bouger pendant tout ce temps. On m'avait dit, fais donc quand même attention. Parce que si le bébé naît en vie, du coup, derrière, tu n'as plus de possibilités. Tu peux plus l'aider, quoi. Enfin, là, c'est foutu. Et donc, on a pris cette décision. Et du coup, mes parents ont emmené notre fils chez eux pour qu'on soit un peu toutes les deux, qu'ils nous voient pas non plus être trop mal. Puis on a attendu qu'ils nous appellent. Ça a été hyper long. Mais ça a duré quelques jours, mais ça a été très long, et en même temps, ça a été très court parce que c'était les derniers jours qu'on avait avec elle. Et en plus on n'a pas pu trop en profiter parce que moi il fallait que je sois au repos, quoi. Donc on nous a appelé un jour, on nous a dit que la réponse du comité d'éthique qui avait revu le dossier était positive, qu'on pouvait aller à l'hôpital immédiatement et qu'on commencerait la procédure. Alors moi j'ai fait non mais c'est pas possible, en fait. Moi il faut que je digère la nouvelle, j'ai envie de profiter d'elle encore un petit peu. Moi, même si je sais pas si je le pensais ou pas, mais j'avais l'espoir qu'on nous dise non, en fait, et que qu'elle puisse naître en vie, qu'on puisse se connaître. Mais non, mais là, il y avait plus d'espoir. Puis quelque part, si on te disait non, c'est qu'il y avait un espoir, justement, c'est que potentiellement le cas était pas si grave. Bien sûr, exactement, il y a ça aussi. Donc voilà, donc on a décidé d'y aller le lendemain. Comme ça, on est restés toutes les trois, du coup. On n'a rien fait de spécial, mais bon, moi j'ai profité d'elle dans mon ventre. Ma femme a pu lui dire au revoir tranquillement, sans se presser, à sa façon. Et le lendemain matin, je crois qu'on avait rendez-vous à 9h pour la PCR d'entrée à l'hôpital. Ensuite, on est passé en gynécologie. Ils ont arrêté son cœur, ça a été très vite. Je crois qu'ils ont demandé à ma femme si elle voulait lui dire au revoir avant. Je sais même plus trop. Moi, j'étais vraiment en état de choc à ce moment-là. C'est un peu diffus la mémoire que j'ai des événements. J'ai des gros trous, mais je me souviens bien de quand son cœur a été arrêté. Ensuite, on est monté tout de suite dans le service de gynécologie, d'hospitalisation. Et là, on m'a mis dans une aile où il n'y avait pas de bébé. Je pense que c'était le service d'accueil un peu pour les grossesses à risque. Donc, on était à l'écart des bébés. Et là, ils ont déclenché l'accouchement au début avec des cachets qu'on m'a mis dans le col. Ça n'a pas marché. Au bout d'un moment, ils ont essayé d'aider la dilatation du col en gonflant un petit ballon à l'intérieur, ce qui était horriblement douloureux et désagréable. Et heureusement, la gynécologue a eu pitié de moi et elle a pas essayé trop longtemps. Et au bout de 24 heures, on est descendu en salle d'accouchement.
ils ont accéléré les choses et là enfin les contractions commençaient à s'accélérer un petit peu et au bout de 36 heures vraiment l'accouchement a commencé. Le travail a été très long mais après l'accouchement en lui-même, l'expulsif a été très rapide. Je pense qu'en une demi-heure c'était fait. J'ai même trouvé ça très facile. De ma journée, vraiment du mois, ça a été le moment le plus le plus facile, on va tu dire. redoutais le plus finalement. Exactement. Alors que là, j'ai regardé Lara, j'ai fait mais c'est du gâteau à côté du petit ballon dans le col. Hein. Ouais. Je te dis pas. Ça m'avait même fait sourire quoi. À ce moment-là, c'est un peu bizarre, mais voilà. Et là, du coup, c'était bien parce on a pu rester avec elle un moment. On est resté, je sais pas combien de temps, le temps qu'il nous a fallu pour lui dire au revoir, pour la voir, la connaître un peu et voilà, c'était bien, c'était dur, mais c'était bien de la voir. C'est pas obligatoire, donc il fallait qu'on choisisse un peu ce qu'on voulait faire. Il y a plein de choses qui sont proposées. C'est ce qu'on voulait voir l'enfant. Est-ce que vous voulez prendre ses empreintes, l'habiller? Je sais plus ce qu'il y avait d'autre. Enfin, nous, on avait juste ramené un grand lange qui était à son grand frère pour l'envelopper dedans et voilà, et on voulait passer un peu de temps avec elle. Et voilà, et elle avait la peau très mate et ça m'a fait sourire parce que je me suis dit, moi, je suis blanche comme tout. C'est très rigolo, je m'attendais pas du tout à ça. Elle était grande, beaucoup plus grande, où j'avais l'impression que son frère à la naissance, elle était dodue aussi, bien dodue, bien rondouillette. Et puis elle avait une petite oreille pointue, une petite malformation, mais c'était assez mignon parce que ça la faisait ressembler à un petit lutin. Ah, ça doit être mignon. Ouais, et puis quand je sais plus, il était tard, il était minuit, 1h du matin, on est remonté dans notre chambre et puis voilà, c'était fini quoi. L'équipe a été très accompagnante. Comment ça s'est passé pour vous? Ah non, l'équipe a été super. Franchement, on peut même pas rêver mieux quoi, ou aussi bien, je sais pas. Ils étaient vraiment aux petits soins, pas qu'avec moi, aussi avec ma femme. Elle a pu être là tout le temps, alors qu'à cette période-là, c'était compliqué quand même. En Espagne, ils sont très stricts par rapport au Covid dans les hôpitaux. Et non, ça s'est super bien passé à ce niveau-là. Ça aide. Ils ont été attentifs. Ils nous ont demandé plein de fois comment on voulait que ça se passe pour être sûr de bien faire les choses. Elle est née quand, Issa-Di, du coup? Issa-Di, elle est née le 8 juillet. 8 juillet 2020, c'est ça? 2020, exactement. D'accord. Et elle est décédée le 7 juillet 2020. D'accord. Et vous en êtes où, vous, en ce moment? Comment vous allez? Ça va mieux. C'est toujours dur, quoi. Perdre un enfant, je pense que c'est la chose. Enfin, je sais pas, moi, c'est de loin la pire chose que j'ai vécue et j'espère la pire que je vais vivre. On se retrouve, en tout cas, moi, je me suis retrouvée avec ce vide dans mon ventre, sans rien avoir dans les bras pour compenser. Et ça a été vraiment dur. Ça met du temps. Oui. On met du temps à s'en remettre. On s'en remet pas, mais on apprend à vivre avec. Et voilà, là, on commence tout juste à reprendre une vie. Donc, ça fait 7 mois, à peu près normal, quoi. Une routine normale, on va dire, et à être bien tous. Ouais. Et votre fils, il a réagi, vous lui avez expliqué comment ça s'est passé pour lui, Alors, ouais, on est sorti le lendemain de l'hôpital, juste après. On a passé la nuit à l'hôpital, on est sorti, le lendemain matin. Et le jour d'après, je crois qu'on est rentré en France. Dès que j'ai pu faire le voyage, je sais plus si c'était le jour d'après ou le suivant. Mais très rapidement, on est allé en France pour voir notre fils. Et là, il a tout de suite vu que mon ventre était dégonflé. Il a demandé tout de suite, mais elle est où, Issa-Di? Et du coup, on lui a dit qu'elle était très malade et qu'elle viendrait pas, voilà. Et petit à petit, on a répondu à ses questions. Il sait que sa sœur est décédée et même si probablement il est tout petit encore, il comprend pas exactement
ce qui s'est passé peut-être, mais je pense qu'il comprend quand même assez bien. On a pris le temps, on s'était beaucoup renseigné aussi sur comment lui expliquer pour qu'il comprenne. Du coup, on avait parlé avec la pédiatre, avec l'infirmière de pédiatrie, qui avait pris du temps aussi pour expliquer à ma femme, celle qui s'en était occupée. Moi, j'en étais incapable à ce moment-là. Et on avait beaucoup lu là-dessus. Et du coup, ça s'était bien passé avec lui. Ça a été très dur pour lui aussi, parce qu'il avait hâte d'être grand frère. Lui, il nous parlait tout le temps de tout ce qu'il allait lui montrer. Il allait apprendre à danser, à chanter, à faire des acrobaties. Il allait dormir en haut dans les lits superposés. Et du coup, tout ça s'est envolé. Ouais. Donc ça n'a pas été facile, mais là, ça va mieux aussi. Oui, vous commencez à retrouver un équilibre précaire, mais un équilibre. Ouais, non, là, c'est bien. Est-ce que Isadi a été inscrite dans votre livret de famille ? Non, malheureusement, c'est pas possible en Espagne. C'est vrai ? Ouais, non, c'est pas possible. Donc, quand on aura un livret de famille français, peut-être qu'on pourra la mettre, j'espère. Mais dans le livret de famille espagnol, ce n'est pas possible. Est-ce que tu as entamé des démarches en France pour faire reconnaître ton fils ? Alors du coup, j'avais commencé à préparer les documents. Alors je t'ai dit avant que j'avais la phobie administrative, non, ça s'appelle. Du coup, j'avais commencé à préparer les papiers et au bout de 2 ans, ils étaient toujours pas faits. Et là, je me suis rendu compte, mais en fait, si j'envoie les papiers, il faudra que ma femme l'adopte. Non, que moi, je l'adopte. Oui. Donc du coup, on va attendre que la loi de bioéthique passe enfin pour faire tout ça. Voilà. D'accord, ok. Oui. Ce sera tellement plus simple. Ouais. On n'est pas pressé, on a jusqu'à ses 18 ans pour s'il veut si on veut qu'il ait la nationalité française, on a jusqu'à ses 18 ans et voilà, c'est déjà notre fils à toutes les deux en Espagne, donc on a préféré attendre. Du coup, elle n'a pas pu être sur le livret de famille espagnol, mais peut-être qu'elle pourra être sur le livret de famille français. Je sais pas du tout. Franchement, je sais pas du tout comment ça se passe. On se renseignera le moment venu. J'espère pour vous que ce sera possible. Oui, parce que c'est quand même un peu, c'est un peu triste quand même. Oui, je trouve ça assez brutal, c'est brutal, oui. C'est brutal, ouais. Il aurait fallu qu'elle vive 24 heures, je crois, pour qu'on puisse l'inscrire. D'accord. Donc ça veut dire que même un enfant qui naît vivant, mais qui décède dans les 24 heures, n'est pas non plus considéré comme né vivant, en fait. C'est le souvenir que j'en ai, alors à vérifier parce que j'étais en état de choc moi quand j'ai lu tout ça, mais c'est le souvenir que j'en ai, oui. Et puis aussi ma femme n'a pas pu avoir son congé coparent c'est vrai parce qu'elle a pas eu de congé coparent alors que en Espagne ils sont aussi très en avance là-dessus et c'est 4 mois. Ah oui. C'est la même chose pour la mère que pour le coparent. Enfin, pour le coparent que pour la mère. Mais non, ça n'a pas été possible. Moi, j'ai eu mon congé maternité intégral, mais elle a 0. Du coup, elle s'est fait arrêter par son médecin. Mais, oui, c'est fou parce que tu vois, effectivement, ils sont en avance sur certaines choses, mais tout ce qui tourne autour du deuil périnatal, a priori, c'est pas ça, ouais. C'est pas ça. Non, c'est pas ça. Et après, il n'y a aucun suivi derrière en plus. Enfin, oui, non, c'est... Là-dessus, il y a des progrès à faire, mais je pense que c'est à peu près partout. Oui. Et ça, je pense, sans être concernée, mais je pense pouvoir dire qu'effectivement, ça nécessite beaucoup de progrès partout. Oui. On arrive en fin de cet épisode. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Pour la suite, écoute, de pouvoir voyager un peu, reprendre notre vie... un peu comme avant la Covid et pouvoir voir nos amis, notre famille normalement pour reprendre de l'énergie, on va dire. Évidemment, je le souhaite à tout le monde vu le contexte, mais c'est particulièrement je vous le souhaite parce que c'est tellement important d'être bien entouré et je pense que pour vous ça a dû être relativement difficile. D'ailleurs, j'ai pas abordé ce thème-là, mais je t'en avais parlé initialement. Oui. Comment vous avez vécu cette IMG sans être entouré de vos proches ? Sincèrement, ça a été très très dur. Ça a été très dur parce que on a été. Alors cet été, ça s'est un peu relâché. Du coup, au moment de l'IMG, on a quand même pu être entouré les semaines qui ont suivi. Mais après, à partir du mois de septembre jusqu'à maintenant, en fait, on peut voir personne. Notre famille, on n'a pas accès à notre famille en fait.
On peut pas les voir. Nous, on est confinés dans la ville, en fait, tout le temps, donc on peut pas sortir de la ville. Ah oui, toujours. Ouais, nos amis sont comme nous, ils ont la bougeotte pas mal, où on a l'habitude de faire des week-ends pour se voir, de faire la route à moitié ou de se retrouver quelque part, et c'est pas possible non plus. Donc c'est vrai que ça a été très dur à ce niveau-là. Même si on a des amis ici, mais du coup, on n'a pas tout notre clan, on va dire, tout le clan dont on aurait besoin. C'est ça, ça permet clairement pas de retrouver de la respiration. Non, exactement, ça c'est... Ça aide pas dans le processus de deuil, ça c'est sûr, ça accélère pas les choses. Ouais, non, c'est sûr. Clairement, là vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes enfermé chez vous, presque à ruminer, j'ai envie de dire, mais c'est pas. Non, mais c'est vrai qu'on se retrouve, on se retrouve enfermé dans cette ville qui est géniale, hein, mais on peut pas reprendre notre vie, on peut pas aller de l'avant, quoi. Ça, c'est vrai que c'est compliqué. En tout cas, je vous souhaite vraiment d'arriver à vous, je vais pas vous dire reconstruire parce que c'est pas le mot, mais en tout cas à vous construire dans cette réalité-là, à retrouver votre équilibre et à arriver à aller de l'avant, surtout à retrouver vos proches. C'est vraiment sincère. Vous avez vécu une épreuve que je ne souhaite à personne, même à mon pire ennemi. Et voilà, je sais même pas quoi ajouter. En tout cas, moi, je suis très touchée et je me doute que ce sera le cas aussi de nos auditeurs. Voilà, c'est sincère. Je vous souhaite vraiment d'arriver à avancer. Merci beaucoup. Je t'en prie, Julie. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose ? Non, c'est bon. Pour ma part, c'est bon. Juste dire que ça a été très dur, mais qu'on commence quand même que ça va mieux et qu'on espère que 2021 va être un bon cru. Écoute, je pense que 2021 va être un bon cru. Je pense que ça veut pas être pire que 2020, j'ai envie de dire. Voilà. Voilà. Je te remercie encore beaucoup, Julie, d'avoir bien voulu partager votre histoire avec moi et surtout de ta confiance, parce que c'est évidemment des moments douloureux qui sont pas traités de façon à la légère. Je te souhaite beaucoup de bonheur, je vous souhaite beaucoup de bonheur et je te dis à très bientôt. Un grand merci à toi. Je t'en prie. Comme je vous le précisais en introduction, je vous invite à poursuivre l'écoute de cet épisode sur le podcast de Sophie, Au revoir podcast. Et je tiens moi aussi à vous informer parce que certaines contaminations sont évitables. Le cytomégalovirus est un virus qui fait partie de la famille de l'herpès. Il est extrêmement contagieux. Anodin quand on l'attrape si l'on a un système immunitaire solide. Il est plus dangereux pour les personnes immunodéprimées ainsi que pour les femmes enceintes. Il s'attrape par le biais de la salive, des sécrétions, des larmes, de l'urine, etc. On estime par exemple que 20 à 60% des nourrissons gardés en crèche sécrètent du CMV. S'il n'est pas dangereux pour la maman, elle le transmet à son bébé dans 30% des cas. On estime que 1% des femmes enceintes sont infectées par le CMV. En France, on observe environ 304 contaminations materno-fétales du CMV sur les 800 000 grossesses annuelles. Fonction de l'avancée de la grossesse, les atteintes fétales sont plus ou moins graves. Les nouveau-nés ayant été infectés par le CMV durant la grossesse présentent des symptômes à la naissance qui peuvent aller jusqu'à des atteintes neurologiques graves, de la surdité, des paralysies ou encore des convulsions. Je vous invite donc à vous informer plus en détail, surtout si vous pensez pouvoir être concerné. Si vous êtes dans le cas d'une deuxième grossesse ou que vous pensez vous lancer dans une deuxième grossesse et que vous avez déjà un enfant en bas âge ou que vous travaillez dans le monde de la petite enfance. Si cet épisode vous a plu, que vous pensez qu'il peut sensibiliser, que vous pensez qu'il peut aider, guider, accompagner, n'hésitez pas à le partager et surtout à le faire découvrir, car je pense, honnêtement, qu'il peut changer les choses en partie. Je vous refais ma petite ritournelle. Si vous voulez aider le podcast, vous pouvez le faire en me laissant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou un commentaire, particulièrement sur Apple Podcast. Je vous souhaite une très belle fin de journée et vous dis à vendredi prochain pour un nouvel épisode du podcast Les enfants vont bien.
Josephine. Even when my soul's an amputee, and my bleeding heart is sinking in the lake inside my chest, so I grab what I can cling to and I leave behind the rest. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel was less alone. Now hold my hand and take my breath, and leave behind the things you'll never own. And Jesus Christ, please tear my heart